On part en Hongrie notamment, mais pas que, en Pologne, aux Pays-Bas, et on va voir ce qui se passe finalement au niveau européen et ce vent conservateur qui souffle sur l'Europe, qui continue de souffler d'ailleurs malgré les dernières élections roumaines. Tout de suite, c'est notre clairon. Le clairon. Et pour notre clairon, nous allons revenir sur ce qui se passe en Europe avec nos voisins européens, puisqu'après la défaite de Georges Simion en Roumanie, on aurait pu croire que la vague nationaliste, conservatrice, populiste avait pris un coup d'arrêt en Europe. Or, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis et qui tendent à démentir cette analyse. D'abord, bien sûr, il y a eu l'élection du nouveau président polonais, Karol Nawrocki, un nationaliste convaincu qui a récolté presque 51% des voix, sur laquelle on va revenir bien sûr. Et puis hier, aux Pays-Bas, il faut le souligner, le leader populiste Geert Wilders, qui a fait chuter le gouvernement auquel il appartenait, puisqu'il a quitté la coalition au pouvoir en raison de son inactivité sur le sujet migratoire. Enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas. Et puis enfin, un événement majeur, et on va évidemment en parler, qui s'est tenu en Hongrie. C'était le 29 mai dernier. Une déclinaison de la CPAC, la conférence des conservateurs américains. Une conférence qui était présidée par Viktor Orban, donc en Hongrie, et qui a réuni pendant 2 jours, donc à Budapest, plusieurs chefs d'État et de partis politiques nationalistes. Alors on avait entre autres Alice Weidel, vous savez, de l'AfD, le Premier ministre géorgien, Donald Trump quand même. Voilà, donc un événement, vous le comprenez, fortement symbolique sur ce que la route que peut tracer, en tout cas, une certaine partie de l'Europe, et notamment la Hongrie. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux, pour parler de tous ces sujets, de recevoir Thibaut Gibelin. Bonjour Thibaut Gibelin. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes diplômé en histoire sciences politiques, enseignant au Matthias Corvinus Collegium de Budapest. Donc vous avez suivi tout ça de très près. Auteur de Pourquoi Viktor Orban joue et gagne aux éditions Fauve, ou encore vous avez préfacé le livre Comprendre la stratégie hongroise de Balázs Orbán aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors, vous avez entendu tous ces sujets, peut-être revenir sur cette dernière conférence d'abord qui a eu lieu de CPAC, du mouvement conservateur, en présence de Donald Trump. Quelles sont les leçons finalement à retenir de cette grande conférence ? Alors, je vais prendre le terme à l'anglaise, on dit la CPAC. C'est une conférence donc, qui est initialement américaine et qui sert à mobiliser les énergies, à catalyser toutes les bonnes volontés à droite, et dans le spectre conservateur du champ politique. Et la Hongrie a décidé de l'adopter pour une version européenne. Ça a commencé en 2022. Donc on a maintenant une certaine tradition au mois de mai en Hongrie que les conservateurs de tout le monde occidental et même au-delà se réunissent. Cette année, c'était un événement marqué par à la fois la victoire de Donald Trump et puis la mise en orbite du groupe Patriotes pour l'Europe qui réunit la plupart des forces conservatrices au Parlement européen. Mais il y avait aussi par exemple Alice Weidel qui a été reçue et applaudie chaleureusement, alors qu'elle est à la tête d'un groupe au Parlement européen qui est encore un petit peu à droite des Patriotes pour l'Europe. Et puis, il y avait aussi des Indiens, des proches de Narendra Modi, qui tous ont cette approche défendons les cultures, défendons l'enracinement contre le globalisme. Donc on voit qu'il y a cette espèce de dualité qui se met en place. Enracinement contre le mondialisme, finalement, peu importe. Peu importe l'enracinement ou le nationalisme, entre guillemets. Et c'est assez délicat comme projet, parce que précisément, il y a un côté, dispersif, antagoniste de toutes ces organismes. Et c'est sûr qu'un jour, ça craquera. La question, c'est simplement, il faut éviter d'offrir aux globalistes cette victoire, de nous diviser pour régner. Donc il faut d'abord les mettre eux par terre, et puis ensuite il y aura effectivement un antagonisme, des différences d'intérêts qu'on essaiera de surmonter par des négociations, mais le principe ce sera la souveraineté. Est-ce qu'on peut exactement, est-ce qu'on peut pas se dire le modus vivendi, c'est la souveraineté chacun chez soi, et puis après évidemment on négocie, il peut y avoir des rapports musclés, mais on est d'accord que chacun est maître chez soi, en gros. C'est ça qui est défendu, et pour se donner la force de dépasser un peu ces contradictions internes, on désigne l'ennemi. Donc c'est le mouvement woke, c'est l'immigration de masse, c'est la... c'est pas vraiment un ennemi, c'est un peu flou, je veux dire. Et les forces politiques qui en sont évidemment les courroies de transmission. Oui. Donc de ce point de vue, c'est aussi pour la Hongrie une possibilité de se désenclaver
parce que dans l'Union européenne aujourd'hui, alors il y avait aussi le président, le Premier ministre slovaque, Robert Fico, qui lui est un socialiste. C'est un social-démocrate historiquement. Il est toujours au groupe pan-européen avec Glucksmann et consorts. C'est assez savoureux. Oui, c'est particulier. Mais il est radicalement anti-bellicisme en Ukraine et il est, anthropologiquement rester quelqu'un de normal, tel qu'on pouvait être dans les années, évidemment, 90-2000, où l'idéologie gauchiste n'avait pas encore ce côté délirant. D'accord, c'est particulièrement intéressant. Alors quand même, ce qui était très très aussi remarquable, c'était la venue de Donald Trump. Alors, Donald Trump a fait une allocution, mais il n'était pas là personnellement. Il a fait une allocution juste avant Viktor Orban, justement, dans cette première séquence de prise de parole, où il y avait Matt Schlapp, qui est le directeur américain de la CIPAC. Et ça, c'est quand même aussi des gens intéressants. C'est des gens qui, pendant toutes les années démocrates, Obama-Clinton, se sont battus dans l'ombre, ont édifié la réponse conservatrice à l'intérieur du mouvement républicain, ont évincé ce qu'ils appelaient les rhinos, les Republican only by name only, et donc tout le côté droite forte, et cette capacité aussi dans les 4 années où Joe Biden a repris la main, Joe Biden, les gens qui étaient derrière lui, cette capacité à reformuler un projet 2025 qui est appliqué autant que possible par Donald Trump désormais. Donc des gens qui ont une culture du combat politique, une capacité de persévérance et qui, quand ils sont aux affaires, ne font pas de la figuration. Oui, puis moi je trouve ça particulièrement intéressant qu'ils soient présents, alors vous l'avez dit virtuellement, mais tout de même, dans un événement d'Europe de l'Est. Enfin, jusqu'à maintenant, on n'a pas l'impression que les présidents américains étaient particulièrement concernés par ce qui se jouait en Europe de l'Est. Enfin, si, pour l'Ukraine, vous voyez, mais pas dans la construction politique. Là, on a l'impression qu'il y a véritablement une démarche, une connaissance, un suivi. Oui, mais ça, pour le coup, c'est la spécificité vraiment de la Hongrie, qui a la stabilité gouvernementale, qui a un chef d'État qui a une vision à long terme, et donc qui se dégage comme un interlocuteur pertinent et privilégié pour la droite américaine. Par ailleurs, c'est cette Europe-là, et qu'elle est économiquement en développement et elle est géopolitiquement stratégique. Donc, et ce que proposent les Hongrois, c'est de rester dans cette grande coordination du monde occidental, mais pas pour servir des intérêts mondialistes et pas pour faire la guerre à la Russie, simplement pour développer nos nations dans l'intérêt du bien commun. Oui, d'ailleurs, on avait entendu Donald Trump dire que s'il avait besoin de contacter l'Europe, il contacterait Viktor Orban. Donc ça veut bien dire qu'en effet, il a réussi à prendre une place, en tout cas par rapport aux Américains, qui est fondamentale au sein de l'Europe et qu'on on a tendance à oublier en Europe de l'Ouest, entre l'Allemagne et la France. Alors je voulais quand même revenir sur les autres, et tout ça est lié évidemment, sur les autres grands événements. Donc cette élection du président polonais Karol Nawrocki, et puis hier aux Pays-Bas, Geert Wilders qui a fait chuter le gouvernement. Comment vous réagissez à toutes ces actualités ? Alors pour la Pologne, c'est vraiment intéressant. J'étais à Varsovie dimanche soir, je suivais les développements de la soirée électorale et c'était très mal parti. Il y avait eu même une victoire proclamée, revendiquée par les libéraux à 20h pile, et puis ça s'est inversé au fur et à mesure de la soirée. Comme en Roumanie, enfin dans le sens inverse. Dans le sens inverse, avec un système polonais qui s'est considérablement durci depuis le retour au pouvoir à l'automne 2023 de la plateforme civique de Donald Tusk, avec un évincement des journalistes conservateurs, une purge dans les médias, des décisions de justice radicales contre les hommes politiques conservateurs. Donc le but, c'était que ces 8 années du Parti droit et justice au pouvoir soient liquidées et qu'ils ne puissent pas revenir. Et là, avec l'argent massif des grands médias à capitaux allemands, avec toute la justice politisée, etc., ils ont échoué. Ils ont échoué. Malgré, en fait. Ils ont échoué malgré toute cette armada juridique, financière, etc. Et c'est important parce que en Pologne, le président a un droit de veto, il oriente aussi la politique étrangère, et le fait que le parti conservateur maintienne la présidence, ça limite cette espèce de totalitarisme qui était en train de s'installer. Par ailleurs, c'est aussi intéressant de constater que Karol Nawrocki a été élu avec les voix radicales.
qu'il y a eu un consensus, parce qu'au premier tour, il n'avait que 30%, et le candidat à la droite, ce parti confédérantia, la Confédération, fait 21%, mais il y avait aussi 15%, pardon, mais il y avait aussi 6% pour un parti encore plus radical, un candidat encore plus radical, et tout le monde, faut imaginer, ce serait en France, l'équivalent de Gregory Brown, ce candidat qui avait fait 6% et dont le soutien a été décisif pour l'emporter sur le fil, c'est des figures politiques qui ne figurent même pas dans le champ politique français. Et les conservateurs bontins ont fait cause commune et ont accepté de bon cœur cette aide. Donc là, il y a une bonne leçon politique. Il faut de la radicalité et il faut du consensus des gens à droite. Sinon, ils vont nécessairement perdre quand ils sont divisés face à cette gauche unie. Ça, c'est une bonne leçon, en effet, politique pour les nôtres. Et alors, justement, comment s'entend ce nouveau président polonais? Quelles sont les annonces par rapport, par exemple, à la ligne hongroise? Alors, il y a un bon consensus. D'abord parce que, sur le plan des valeurs, etc., oui, c'est très par contre, consensuel. En géopolitique... Et en géopolitique également, parce que Karol Nawrocki défend cette ligne que l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN. Donc il y a quand même un réalisme politique qui existe aussi en Pologne. On fait le deuil de cette espèce d'expansionnisme polonais sous couvert de l'OTAN. Ils ont compris qu'en fait ça menait à la catastrophe, alors qu'on parle avec Karol Nawrocki de quelqu'un qui a un passif de nationaliste dur. Il s'occupait des supporters du stade. Donc c'est quelqu'un auquel on pourrait supposer de manquer de subtilité et de largeur de vue et d'avoir un nationalisme bas de plafond, mais pas du tout. Il est capable de bien distinguer combien la Pologne est utilisée par des forces américaines qui veulent le chaos pour régner, et que l'intérêt polonais, en fait, il est dans ce que défendait la Hongrie depuis 2022, la paix avant tout, et l'Ukraine comme espace neutre, qui n'est ni occidental ni russe. Et ça va avoir un poids, parce que jusqu'à maintenant, tout de même, la Pologne, en effet, jouait l'élément, on va dire, le rappel des forces otaniennes en Europe. Oui, donc finalement, là, soudainement, ça peut changer aussi la donne. Je ne dirais pas que ça va tout changer radicalement, mais ça peut changer tout de même les poids. Le gros poids, c'est l'Allemagne, avec cette volonté de réarmement, et une espèce de militarisation de l'économie pour donner le change et dissimuler le fait que la cherté de l'énergie est en train de ruiner le pays. Le pilotage de Bruxelles met en musique tout cela. Et au Parlement polonais et le Premier ministre Tusk, il y a cet accord et cette harmonie vis-à-vis du bellicisme de Bruxelles. Donc c'est un garde-fou supplémentaire. Et on sent qu'en fait, on est vraiment dans une période où l'histoire est en train de se faire, rien n'est déterminé. Et c'est précisément ce genre de victoire sur le fil qui permet de réorienter la marche de l'histoire en s'éloignant de la catastrophe. D'accord. Et alors, parlons un peu des Pays-Bas et de ce qui s'est joué avec cette pouvoir qui a été quitté par Geert Wilders avec ses ministres. Et donc, c'est quand même un certain coup politique, ça. C'est assez rare de faire ce genre de choses pour remettre en question l'inaction du gouvernement par rapport à la lutte contre l'immigration illégale. On s'en souvient, c'est très représentatif, le Parlement néerlandais. Et donc, Geert Wilders a apporté son soutien avec des exigences. Et donc, le point central, c'est la question migratoire. Et en effet, les objectifs ne sont pas du tout remplis. Geert Wilders était à la CIPAC le 29 et 30 mai dernier. Et il a évidemment rencontré Viktor Orban, puisque c'est aussi une façon pour Viktor Orban d'enchaîner des rencontres diplomatiques tous azimuts pendant 48 heures. Oui. Et de retour aux Pays-Bas, Geert Wilders n'a pas tardé à prendre sa décision et à faire chuter le gouvernement. Alors, je ne sais pas quel est les liens de cause à conséquence là-dedans, mais ce qui est certain, c'est que même quand on accède au pouvoir maintenant dans un gouvernement, on ne peut pas se permettre de faire de la figuration. Soit on obtient des résultats, soit on a un agenda politique qui sert les vœux de nos électeurs, soit on claque la porte. Ouais. Et vous pensez qu'il peut y avoir eu une discussion entre le président hongrois et Geert Wilders qui a pu provoquer ça? Vous disiez, en tout cas, ils ont discuté. Mais comment est-ce que
c'est ce bain, je dirais, de radicalité et de franchise dans le discours qui, à Budapest, a pu accélérer la décision de Geert Wilders. Ça, bon, je ne peux pas, évidemment, vous donner de réponse claire. Bon, donc, il y aura de nouvelles, on verra de nouvelles élections. Alors, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit, quand on regarde un peu, quand on prend un petit peu de recul, une forme de remouvement, de nouvelles donnes, encore de nouveaux jeux de cartes, on va dire, sur cette Europe de l'Est et la Pologne. On l'a dit, bon, la Hongrie, elle n'a pas changé. Bon, la Roumanie. Qu'est-ce que vous voyez finalement aujourd'hui? Est-ce que vous avez quand même l'impression que la tendance va vers un revirement, vers un souffle toujours plus conservateur, ou est-ce que c'est mitigé? Je crois qu'il y a un durcissement des antagonismes, notamment en Hongrie. Il y a vraiment la volonté d'empêcher la réélection de Viktor Orban en avril 2026. Et on va aller vers une tension croissante. Voilà. Il y a une logique institutionnelle qui va dans le sens de ce durcissement post-libéral, mais sous les couleurs LGBT et bienveillantes de la gauche internationale. Ils vont pas, je dirais, lâcher le morceau, mais ils sont faillibles. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de plus radical dans le discours et de plus déterminé que les démocrates des dernières années, et ils ont perdu. Donc simplement, c'est une question d'endurance. Et la leçon, le cœur du discours de Viktor Orban le jeudi dernier, c'était que le changement en Europe n'existera que par le changement dans les nations. Il n'y aura pas de mutation interne à Bruxelles. Donc, chacun doit se mettre au travail chez soi. Par les parlementaires européens. Ah bah c'est sûr que les parlementaires européens, c'est très discursif. Mais le pouvoir, il est généré, il est une émanation des rapports de force nationaux. Donc, soit ça change au niveau national, soit ça ne changera jamais au niveau bruxellois. Est-ce qu'il y avait des représentants français à cette CIPAC? Oui, mais il n'y en avait qu'un. Il y avait Fabrice Légéry, qui est le député européen français, donc qui a fait une allocution, qui est ancien directeur de Frontex. La liste du Rassemblement national. Tout à fait. Mais en effet, c'est très peu, puisqu'on était quand même, il y avait quand même 4000 invités et tous triés sur le volet. Il y avait 100 orateurs de 30 pays différents. Et donc, évidemment, certains pays comme les États-Unis, il y avait plusieurs orateurs. Pour la France, on n'en avait qu'un. Et compte tenu de la place qu'on occupe dans le continent, c'était pas énorme. Oui, et comment vous l'expliquez ça? Est-ce qu'on a du mal à comprendre aussi que les choses bougent ailleurs, et notamment en Hongrie, qu'il faudrait être plus présent? Est-ce qu'on a une tendance à être un peu trop nombriliste? Comment vous expliquez cette absence? Alors, la France, c'est un monde en soi, c'est en soi une bonne chose d'ailleurs, parce qu'on a un poids interne qui fait que on est parfois assez indifférent à ce qui se passe ailleurs, mais c'est quand même une lacune de rater ce genre de... Parce qu'en fait, c'est un endroit où on peut rencontrer tout le monde. Oui. On rencontre les chefs d'État, les anciens premiers ministres, notamment même d'Australie, qui étaient là, toutes les forces montantes de ceux qui ne veulent pas mourir dans leur pays. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est que la CIPAC est donc un événement d'abord américain. Jordan Bardella s'y était rendu, et puis il était parti, en fait, il s'était enfui parce que Steve Bannon avait fait un salut à la foule qui avait été diversement interprété, et Steve Bannon avait eu des propos très durs contre le président du Rassemblement national. Donc peut-être qu'il y a eu un froid là-dessus. En tout cas, c'est une supposition. D'accord. Enfin, ça explique pour le parti du Rassemblement national, mais pour les autres partis, on aurait pu attendre d'autres partis conservateurs de droite alors, sur place. En France, le Rassemblement national occupe maintenant un tel espace politique qu'il n'y a pas de protagoniste qui a les épaules à l'international, vous voyez, pour... Alors, en revanche, sur le plan associatif, en effet, il y avait les militants de Némésis qui étaient là. L'Institut de formation politique était représenté également. Il y avait des journalistes d'un média ami aussi qui étaient là, Radio Courtoisie. Mais on n'est pas sinon sur un raz-de-marée français, en effet, dans une arène qui, encore une fois, a le mérite de faire se rencontrer énormément de gens qui ont quand même des relations, de l'influence et
souvent une expérience du pouvoir. Oui, eh bien merci en tout cas Thibaut Gébelin pour toutes ces analyses et cette compréhension d'un monde qui bouge mais qu'on ne voit pas forcément nous depuis chez nous en France, et c'est important de le suivre malgré tout parce que justement eh bien, le poids change en fait et les relations risquent de provoquer de nouvelles on va dire, de nouvelles puissances et de nouvelles mises en place, de nouvelles tables de puissance en Europe, et c'est important de le suivre. Je rappelle que vous êtes auteur du livre Pourquoi Viktor Orban joue et gagne aux éditions Fauve, et vous avez préfacé le livre Comprendre la stratégie hongroise de Balázs Orban. Merci encore Thibaut Gébelin. Merci et tout de suite nous recevons Didier Maisto pour son coup de tocsin avant un corps à corps sur la place des réseaux sociaux, notamment avec la convocation d'Aurore Berger. Et on va parler de tout ça et de la liberté d'expression et puis de la démocratie, enfin ce qu'ils appellent la démocratie. Ça c'est notre corps à corps, mais tout de suite le coup de tocsin. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique. On va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Tocsin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Tocsin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Tocsin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Tocsin Plus, allez-y.